Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré au Centre Pompidou. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec le critique d'art et commissaire Dominique Moulon. Bonne écoute. Vraiment à grande ligne, donc Dominique, tu es enseignant, critique d'art et commissaire d'exposition, spécialiste de l'art du numérique. Tu es docteur en art et sciences de l'art. Tu soutiens une thèse en 91, l'art au-delà du numérique, pratique et culture numérique plurielle d'un art contemporain singulier. Tu es membre de l'AICA, Association internationale des critiques d'art. Tu es commissaire d'exposition. Tu collabores avec de nombreux acteurs privés comme publics. Depuis 2015, tu es également commissaire associé à la Biennale internationale des arts numériques, la Biennale Nemo. Tu participes à la rédaction de nombreuses publications, articles et ouvrages, catalogues, monographies, etc. Tu enseignes ou enseignais notamment le graphisme à l'ECV de Paris et à l'EPSA. Mais bon, c'est bon. Oui, j'ai Voilà. fait ça. Voilà, en gros, est-ce que tu veux rajouter des lignes à ta présentation? Je peux faire une toute petite correction, mais Bien ça sûr, n'a strictement aucune importance. D'ailleurs, ce que tu as dit me flatte, puisque tu me donnes ma thèse en 91, et je l'ai eu beaucoup plus tard, D'accord. parce qu'en fait, j'ai commencé à Paris 8, un DEA, qui est un diplôme qui n'existe pas, qui précédait le doctorat. Et puis, j'ai fait autre chose, et je suis revenu au doctorat beaucoup plus tard, et très heureux d'être revenu plus tard, parce que j'avais quelque chose à dire, alors qu'avec le début de la première thèse, j'avais rien à dire. Donc c'est bien d'aller au doctorat quand on a un petit peu sous le pied. Et l'autre chose, oui, j'ai en effet beaucoup enseigné à l'ECV et j'enseigne encore à l'EPSA, une école privée, une école publique. Et puis j'ai aussi enseigné dans quantité d'endroits en mode mercenaire, mais jusqu'à mes faits de gloire, la School of the Art Institute of Chicago. Mais c'était intéressant, je le mentionne parce que enseigner dans un contexte pédagogique américain, N'hésite pas à te rapprocher. Ouais, l'été, c'était assez formateur. Et puis c'est vrai que ça m'est arrivé aussi de le faire à l'autre bout du monde, en Chine, à la China Academy of Art, donner beaucoup de conférences dans des contextes universitaires. Et le fait est que je suis toujours resté en proximité du monde universitaire sans véritablement mettre les deux pieds. Mais ce qui m'a valu d'enseigner Paris 1, Paris 8, l'École des Beaux-Arts de Paris, Sciences Po. J'ai vraiment connu beaucoup de contextes de transmission, Corvisart aussi, enfin, de plus jeunes, moins jeunes, Frénois. Enfin, ça a toujours fait partie, je dirais, jusqu'à ces temps-ci où je considère actuellement le fait de ne plus enseigner très prochainement pour me consacrer au commissariat, qui est un peu le sujet de ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est ce qui m'anime. Pas forcément. Pas uniquement. Pas uniquement, mais justement, tu vois, ton travail de professeur, est-ce que ça a été important plus que pour gagner de l'argent? Est-ce que ça a nourri aussi on va dire, ta pratique du commissariat ou est-ce que ça t'a amené aussi à découvrir des nouvelles choses? Est-ce que c'est important d'être en contact avec la jeunesse? J'en sais rien. Alors, il y a plein de questions en une. Sur la jeunesse, actuellement, je m'intéresse à l'écosystème NFT. Alors on va en parler après. Alors on en parlera plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est on en parlera plus tard, mais je dis juste par rapport à la jeunesse, que ça a singulièrement rajeuni mon propre écosystème. Et j'en parlais tout à l'heure avec un ami de ma génération, qui lui a des amis pianistes qui ont 20 ans alors qu'il a mon âge, et j'ai plus 20 ans. Et je pense que c'est en effet très important oui, j'ai envie de dire de rajeunir son écosystème, même si soi-même on vieillit. Alors évidemment, les étudiants, on me les a changés tous les ans pendant très longtemps, des décennies. Et en effet, je me suis toujours nourri d'eux au même titre que j'espère en avoir nourri quelques-uns. Quand je les rencontre plus tard, souvent ils me disent merci, jusqu'à une étudiante hier qui m'a envoyé un beau marque-page avec un joli texte dessus de remerciements. Mais je me suis toujours nourri de ces générations qui arrivent, de leur façon d'aborder les interfaces, les technologies, la création, etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup enseigné à des jeunes graphistes
alors que mon travail de commissaire, qui est venu en parallèle à mon enseignement du graphisme, était plutôt sur l'art. Donc finalement, j'ai un peu passé ma vie entre on va dire, art appliqué et art. Mais qu'est-ce qui fait le passage entre art appliqué et art? Et tu l'as dit, mon objet, c'est le numérique. Et ben c'est le numérique. Et en effet, on est dans un musée. Et ben quand on peut rentrer par la porte de l'art ou la porte du design, et d'ailleurs, c'est plus facile de rentrer avec des technologies par la porte du design au MoMA comme jusqu'à Pompidou. C'est en train de changer, bien entendu. Donc je dirais que le point commun à toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça a été le numérique, art appliqué, art, technologie, pratique, usage, transmission, théorie, etc. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans la question, mais... Ouais, mais ça. Ta formation, c'est quoi? Toi, tu as fait les Beaux-Arts, il me semble. Oui, alors, j'aime bien repartir au début. Ce que j'évoquais, j'ai eu la chance de faire un entretien chez Perrotin avec Bernard Venet, quand même un artiste majeur, avec Sotheby's dans les parages, samedi à l'arrache pendant la semaine NFT. Et on papotait, on parlait de nos enfances respectives. Bernard Venet, quand même un artiste majeur, me disait, moi j'ai raté mon concours aux Beaux-Arts, et Dieu sait s'il le méritait. Et moi, je lui ai expliqué que j'ai redoublé ma 5e, et que mon prof m'avait même, de français, je vais donner son nom à lui, c'était Monsieur Bouchereau, m'avait même menacé de me renvoyer en 6e, ce qui n'existe pas. Et on était dans la bibliothèque de l'école, qui ne s'appelait pas encore des médiathèques. Et en fait, c'est parce que j'avais choisi un livre étrange sur la radioactivité, parce que les techniques m'ont toujours fasciné. Alors que les premières de la classe avaient pris des livres, des romans épais comme ça, sans images, d'auteurs dont j'avais jamais entendu parler, que j'ai d'ailleurs jamais lu depuis. C'était à Bourges, et ce parcours scolaire au début était très difficile. J'ai vécu, j'ai souvent raconté, donc je le fais encore maintenant, dans un espèce d'épais brouillard, jusqu'à ce que me sauve la natation, qui m'a fait prendre compte des autres, de soi-même, enfin, etc. Et puis, j'ai fait un CAP, un PEP, enfin, c'était vraiment plombé de chez plombé, première école d'art à Tours, en architecture. Je suis resté très attaché longtemps à l'architecture, je pense encore aujourd'hui. Et puis, finalement, mes 50 beaux-arts, on va dire, comme presque tout le monde dans le monde de l'art, chez les artistes, il y a beaucoup de gens qui ont fait 50 beaux-arts, et ça, j'en suis très heureux. Parce que quand je discute avec les artistes, je pense que ça me fait un petit point commun avec eux, en tout cas celles et ceux qui ont fait les Beaux-Arts, et c'est pas obligatoire, on peut être très bon artiste sans les Beaux-Arts. Et après, je suis arrivé à Paris de ma province, avec des dettes, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai bossé en agence. Quand tu fais les Beaux-Arts, finalement, tu n'apprends rien, si ce n'est à t'adapter à des situations. Et ça, j'espère l'avoir gardé. Je pense l'avoir gardé. Et on se reconnaît entre nous. J'ai des gens comme ça qui m'ont aidé parce qu'ils avaient fait aussi... C'est comme les gens qui ont fait HEC, etc. Moins prestigieux, mais on se reconnaît entre nous. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne veux pas perdre de... Moi, je voulais des diplômes. Et comme on m'a pas donné on m'a refusé le bac, je voulais des diplômes. Donc la licence, la maîtrise, le DEA, j'étais à bout de souffle, bossé en agence. Et j'y suis retourné longtemps après en thèse, où j'ai été voir Norbert Rider, qui est un auteur très connu en numérique, Yann Thomas, qui est un artiste connu aussi, et j'ai fini en Sorbonne avec un doctorat l'année où on a enlevé les appréciations, sinon j'avais très bien. Mais pour dire que je suis vraiment parti de très 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 loin avec ce redoublement de 5e. On parle actuellement de faire redoubler les étudiants. C'est un truc très français parce qu'il y a beaucoup de pays où on ne redouble pas. Et ça ne m'a pas du tout aidé. Peu importe. Mes études, j'ai fait tout au long de ma vie et j'ai même appris de mes étudiants pour faire une boucle, au même titre que je pense leur avoir transmis quelque chose, mais pas toujours. Parfois des pratiques, parfois des approches. Et je pense que l'approche, c'est quelque chose qui est vachement important. C'est peut-être la chose que j'ai appris aux Beaux-Arts. Et peut-être à la fac aussi, d'ailleurs. C'est l'approche. La méthode, l'approche même encore plus. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le commissariat ? C'est arrivé tardivement. Je dis souvent... Parce que, attends, pour préciser, quand tu dis tes premières années de boulot, du coup, en parallèle encore avec les études supérieures, tu dis je travaille en agence, mais comme graphiste. Comme graphiste. Tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Comme graphiste, alors c'était il y a quelque temps,
c'était l'arrivée des Macintosh qui ont révolutionné l'industrie graphique. Et moi, je suis arrivé là, je savais rien faire. Il y avait un Mac 2 dans une agence. Il avait été donné à l'agence à la place d'un paiement et personne ne savait l'allumer. J'ai fait venir un pote, il m'a dit tu l'allumes là. Il m'a mis un logiciel piraté. C'est Emmanuel, un pote, c'est resté un grand pote à moi. On a échangé ce matin. Et puis il est reparti, j'ai eu une bombe, les erreurs système qu'on avait à l'époque. J'étais terrifié. Je l'ai appelé, je dit putain, je l'ai cassé le truc. Il me dit non, t'inquiète pas, tu redémarres. Mais comment? Et puis finalement, après, j'ai bossé en agence pendant des années et ça m'a donné un métier. C'est-à-dire qu'aux Beaux-Arts, on m'a donné une approche. Je me suis moi-même passionné d'histoire de l'art et j'ai fait des exposés. C'était mes premières conférences finalement avec mes profs et mes potes étudiants, quoi. Et ça, j'en ai fait beaucoup. On vient de me commander 2 conférences en avril 2025 dans des musées. Ça, j'en ai vraiment fait beaucoup. Et donc, il fallait que je gagne ma vie. C'est là où j'ai arrêté d'être artiste. Et puis j'ai eu un moment de flottement comme ça, et je me suis mis à l'enseignement. Et c'est là où je me suis dit, il faut que tu en fasses quelque chose. Et j'ai commencé à écrire comme journaliste. Je me suis considéré critique. L'entrée à l'Association internationale des critiques d'art a validé. La sphère de l'art est faite de validation. On est dans un musée qui valide. Et puis... finalement, après 10 ans de critique, j'ai reçu un mail, j'étais aux US à ce moment-là, est-ce que tu veux venir aller avec nous, faire une expo? Je peux le dire, c'était pour la Gaieté Lyrique. Et finalement, ça n'a pas été accepté, j'en veux pas du tout à la Gaieté, à la direction de l'époque, que je connais encore du reste. Et ça m'a super fait plaisir parce qu'ils ont trouvé mon projet pas... ambitieux, sans doute l'était-il, mais comment on dit, pour un public, ils l'ont trouvé trop intello, je dirais. Et j'avais juste envie d'imprimer, de mettre ça contre le mur, parce que moi, ça me faisait plaisir qu'on me trouve intello, alors que j'ai jamais eu ce sentiment-là, et je l'ai certainement pas, même du haut de ma thèse en Sorbonne. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc, et à ce moment-là, il y a eu une galeriste qui est ça c'est les années, c'est tard, hein, c'est il y a 15 ans, il y a une galeriste qui me dit, Vanessa Kwang, qui me dit, tu veux pas m'accompagner sur une foire qui s'appelait Show Off? Et je pense qu'elle est arrivée au bout de sa foire, c'est difficile, hein, les petites foires, les foires à côté des grandes foires. Et elle m'a dit, tu veux art numérique? Oh, ok, j'avais déjà ma casquette art numérique du fait de la critique, mais c'est vrai que finalement, les arts numériques en tant que public, je les ai découverts dans les années 80-90 à Paris 8, qui a joué un rôle très important. On en parlait même il n'y a pas longtemps par rapport aux immatériaux à l'espace média, nouveaux médias du 4e, 5e, très récemment. Même d'ailleurs dans le musée avec une zone qui a mis en valeur très récemment les aventures numériques de Paris 8 des années 80. Alors moi, c'est plutôt les années 90 qui m'ont marqué. Donc tout ça, c'est entremêlé. Et puis finalement, ce truc auquel je croyais avec un musée, c'était une entreprise après Artevia qui m'avait dit, mais si tu veux, on t'amène dans les réserves du musée d'art moderne. Moi, je me voyais comme dans les réserves ici. Alors ça ressemble pas tout à fait à ce que j'attendais. Moi, je voyais les réserves de l'aventurier de l'Arche perdue avec les caisses. Hein. Mais ça y ressemble parce que là, dans un coin, je me dis, il y a une arche de l'art contemporain ou moderne sans doute. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et cette foire, je l'ai fait en directeur artistique. Vraiment, avec un peu des bouts de ficelle. J'ai appelé des potes artistes. Ils m'ont tous dit oui. Ça s'est fait un peu par magie. Je me suis dit, j'y arrive. Mais avant, moi, 10 ans plus tôt, commissaire, c'était de police. Souvent, je dis en rigolant que critique, c'était mon père qui disait la critique est facile, l'art est difficile. Voilà, je viens de là, je viens du milieu ouvrier. Je m'en suis un petit peu éloigné, mais j'ai beaucoup de considération pour l'usine, pour ce monde dont je viens et où je ne retournerai pas. Mais le commissariat, il est arrivé comme ça. Et après, j'ai fait une expo par an, ces foires, qui se sont renouvelées, qui ont changé de nom, changé de prod, etc. Et actuellement, j'ai une expo par mois. Et je suis vachement content d'être passé d'une expo par an à une expo par mois. Très différente, avec à chaque fois je m'enrichis, à chaque fois j'apprends. J'apprends de tous les gens avec qui je travaille, parce qu'une expo, c'est vraiment un travail collectif, même si, à un moment donné, tu fais, finalement, le commissaire, c'est un peu le passeur, c'est un peu l'interface. C'est un peu, on peut le féliciter, on peut l'engueuler. Il doit être d'égal humeur.
Mais d'où elle te vient, cette appétence pour l'art numérique? C'est arrivé comment, ça? T'arrives à identifier un Ouais, petit peu ce goût ouais, ouais. Ouais, c'est arrivé. Mon premier boulot en arrivant à Paris avec mes dettes et sans savoir quoi faire, c'était par hasard une réponse dans un journal. J'ai fait de l'architecture intérieure. Je faisais un petit peu trop la fête à l'époque. Euh, Déjà un petit peu dans le monde de l'art. J'avais pas les codes, mais j'essayais. Et moi, je voulais un ordi. Mais on dessinait sur table, hein, Mhm. et moi, je faisais des lavis. Mais comme ça, je l'avais gardé de ma formation archi, j'avais faire des beaux lavis sur des architectures romaines, écrits en latin. Ça, je l'ai gardé. J'ai toujours un attachement pour le savoir-faire. Et avant, je dessinais sur plan. Enfin, j'ai toujours su faire ça. Et à un moment donné, je leur ai dit, bon, les gars, va peut-être falloir y aller sur les ordinateurs quand même. Et là, ah ouais, ouais, ouais. Et puis finalement, j'ai réussi, sans faire exprès, à monter un rendez-vous. Alors, c'était avant le Mac. Alors là, c'était sur des grosses machines. C'était assez imbitable. Le mec nous a expliqué, j'ai rien compris, mais ça me fascinait. J'avais envie d'y aller. Et moi, mon pote, j'avais dit, on y va. Et puis finalement, on n'y a pas été. J'ai dit, je quitte l'entreprise et hop, je vais là où il y a des ordi. Et je me suis retrouvé dans cet endroit où il y en avait un. Et j'ai foncé. Et c'est le moment où j'ai continué à faire la fête. J'étais en parallèle à Paris 8. Et c'est là qu'il y a eu, dans les années 90, cette série d'expositions qui a été très marquante pour moi, qui s'appelait Artifice, dont j'ai les catalogues, montée par toute une équipe, on va dire, relativement emmenée par Jean-Louis Boissier, qui était en haut, là, au 4e, 5e, il n'y a pas longtemps, avec Edmond Couchot, qui nous a quittés, qui à un moment donné m'a dit, bah, maintenant c'est toi qui t'en occupes. Même ces gens-là, qui étaient la génération d'un petit peu avant moi, à un moment donné, m'ont dit, bah, tu poursuis ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment défriché, quoi. Ils ont vraiment défriché. Je parle des immatériaux que j'ai visités. Cette exposition majeure, c'est les années 80. Je venais à Paris, j'avais un billet où je payais pas plus ou moins, que je venais autant de fois que je voulais. Je partais le samedi matin tôt, je revenais le samedi soir tard, j'allais faire la fête après. Mais entre-temps, j'avais fait les galeries, j'avais fait les musées, j'étais toujours passé ici. J'avais mes toilettes dans un musée, j'avais mon circuit, quoi. Et là, je voyais, et j'ai vu les immatériaux par hasard. J'ai vu Electra. Grande expo, art cinétique, numérique, etc. Par hasard. Mais par contre, quand j'étais aux expos de Boissier, Couchot, les autres à Paris 8, avec mes amis, et Manuela de Barros qui a continué à Paris 8, qui a pris des responsabilités là-bas, moi pas, mais j'y suis retourné enseigner à sa demande d'ailleurs. Là, c'était pas par hasard. Là, j'ai vu des grands artistes, Maurice Benayoun, dont j'ai suivi la carrière, Jeffrey Shaw, qui est quand même assez important dans ce milieu. Actuellement, j'expose Somora Mignonneau, que j'ai vu là-bas dans les années 90, avec des interfaces, avec de la 3D temps réel, avec de l'interactivité, avec du réseau. Il y avait déjà tous les fondements de ce qui se passe aujourd'hui, sauf que c'est des machines plus coûteuses, avec des interfaces plus complexes. Mais c'est arrivé, la fascination, je l'ai eue. Premier ordi que j'ai vu, c'était d'ailleurs, ouais, pas le premier, parce que moi j'étais vraiment très peinture, figuration narrative. Et le premier ordi qui est arrivé, je peux le dire, hein, j'ai été uriné sur la porte, en mode je suis peintre, j'aime pas. Mais je voyais. Oh là là. Non, mais c'était une autre époque. Hein, c'était une autre époque, et puis j'étais pas le même. Mais je referais tout pareil. Et non, mais je te dis, c'est des blagues d'étudiants en beaux-arts, et je sais qu'ils continuent à faire des blagues comme ça. Mais c'était pour marquer mon territoire, comme le font les animaux, c'était assez crétin. Mais quand même, le mec qui était dessus, je me rappelle, il faisait une femme qui tournait comme ça pendant des semaines. Je me dis, putain, si on peut faire que ça, dis donc. Mais je voyais qu'il y avait un potentiel, je le savais, puis sans doute, il y avait le cinéma de science-fiction en même temps. Et en fait, j'avais déjà un fort attachement pour l'histoire de l'art, la peinture, de la Renaissance italienne à nos jours. L'art moderne, tout ça, je voyais beaucoup de choses, mais je voyais qu'il y avait les prémices de quelque chose, et j'ai découvert plus tard que ces prémices-là, avec les personal computers, les silicone graphiques, etc., ben, finalement, tout ça, ça venait des années 50, 60, où il y a déjà des choses extrêmement intéressantes. Et après, je me suis rendu compte que ça venait de bien avant. J'ai pris le train en marche et je ne l'ai jamais lâché. Et maintenant, ton travail de commissaire, j'imagine que tu fais une veille, tu regardes les artistes autour de toi. Où est-ce que tu trouves les artistes avec qui tu bosses? Alors, comment ça se passe? Et peut-être c'est le moment où on pourrait parler d'NFT d'ailleurs. Oui. Du coup. Bah, alors, j'ai une
une expo sans NFT avec des œuvres plus ou moins numériques, parce que moi j'ai toujours pensé dans mes expositions depuis le début le numérique en sujet, en objet, en process, sans ordi, avec ordi, en tirage, en sculpture. J'ai une vision très élargie. Hein. Moi ce qui m'intéresse finalement c'est l'art contemporain à l'ère du numérique. C'est une petite différence que je fais. Comment je trouve les artistes ? Finalement, j'ai commencé à les rencontrer, artistes numériques dans les années 90. Déjà, j'avais cette espèce d'envie de parler avec eux. J'ai presque envie de dire, je voulais qu'ils soient mes amis, quoi. Certains le sont devenus, d'autres pas, ou d'autres je suis resté en contact, ou je leur rappelle que j'y étais, même si j'étais discret. Et puis je suis devenu un peu visible avec le journalisme, et surtout, je dirais, ce que j'appelle la critique d'art. Bon, c'est presque le même métier, c'est peut-être pas tout à fait le même, mais il n'y a pas tant de différence que ça. Et j'ai commencé à écrire pour des supports, du journalisme à la critique, de Image Magazine que tu as connu, à Art Press aujourd'hui. Et j'ai pas hésité à voyager. Et comme je gagnais ma vie en enseignant, je gagnais aussi en conseil. J'ai toujours eu plein de métiers, plein de capacité à facturer, à saut, facture, auteur, salaire, ici, là, j'ai tout mélangé. Et donc, à cette époque-là, la critique, j'arrivais à équilibrer, mais je gagnais vraiment pas ma vie. En revanche, je payais mon avion, mon train, je pouvais aller chercher, ça m'arrivait d'aller chercher un article à Boston. J'ai dû gagner 300 €, ça m'a coûté une fortune. Et je l'ai fait traduire en plus par un traducteur. Mais je l'ai vu cette expo, je l'ai vu. Et j'ai toujours trouvé des solutions. Alors je me suis peut-être fait payer un billet, peut-être non, j'ai dû payer mon billet pour aller à Tokyo, quoi. Et puis sinon en Europe, j'ai pas arrêté de sillonner et je me suis fait la plupart. Ars Electronica, le parrain des festivals d'art numérique. Vraiment numérique là, mais parfois en proximité avec l'art contemporain, j'y étais tous les ans, en avion, en train, en n'importe, enfin plutôt en avion là, le ZKM de Berlin en train, je me suis fait fouet depuis les années, on va dire, fin 90, j'ai vraiment pas hésité à voyager. Et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai rencontré des artistes, je leur ai parlé, ils m'ont écouté, je suis resté en contact. C'est beaucoup passé par du voyage, par les œuvres, je les ai touchées, je sais de quoi je parle. Je ne donnerai pas des noms, mais on sait qu'il y a des auteurs, dont et des commissaires aussi d'ailleurs, qui ne travaillent que sur Internet. Moi les œuvres, j'aime les voir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le net art, puis la communauté NFT, on peut en effet faire ces enquêtes en ligne. Mais moi, quand c'est des œuvres qui ont une taille, une échelle, qu'on peut toucher, qui sont interactives, tu m'excuseras, j'ai pas envie de raconter. À ce moment-là, tu relis, c'est mauvais journalisme, c'est prendre le dossier de presse. Moi, je veux les toucher quand on a le droit. Et même des fois, quand on n'a pas le droit, je demande à l'artiste si là, je peux. Et une fois, j'ai demandé au commissaire comme ça, Peter Weibel, quand même, un des plus grands commissaires en art numérique au moins et contemporain qu'on ait connu. Je lui ai demandé, il m'a dit ouais, tu peux. Et j'ai touché l'œuvre. Pour moi, c'est un peu comme dans, je crois qu'il y a un film comme ça de science-fiction, Premier Contact, Star Trek. À un moment donné, il touche la plaque et le robot, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que ça change de toucher la fusée, quoi. Il lui explique que chez les humains, toucher, c'est une proximité. Moi, j'ai eu besoin de toucher les œuvres, les voir, les sentir parfois. Récemment, je voyais, comme de Dimeo, un artiste avec qui travaille avec le mycélium. D'ailleurs, ça sent le champignon, tu vois, et on a parlé de l'odeur de son œuvre. Et ça, je ne l'aurais pas vu en ligne. Donc moi, j'ai toujours eu cette veille. Alors, elle se poursuit en ligne, mais je vais des fois, j'aime les vernissages, j'aime le social. Je suis en vélo, je me fais 3 vernissages par soir, en fin de semaine. Je vais en banlieue, en vélo, à Garges, à Créteil ou en transport en commun. J'y vais des fois pour une œuvre. Parfois, j'en trouve même pas qui me plaisent, mais j'y ai été, j'ai vu, j'ai rencontré. Moi, la veille, c'est vraiment tout le temps, et c'est beaucoup dans l'espace physique, aussi en ligne. Ok. Est-ce que tu as un point de vue, est-ce que tu trouves un point de vue extérieur à ton travail, où est-ce que tu le trouves, ce point de vue extérieur, si tu en as un?
Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide? J'en sais rien, je sais que tu travailles beaucoup avec Gilles Alvarez ou avec d'autres personnes. Je sais aussi que ta femme travaille dans le milieu de l'art. Sophie également, Bernard. Sophie Bernard. Sophie Bernard, c'est toi qui la mentionne, donc qui m'a donné, commandé mes premiers articles dans l'art avec Image Magazine, parce qu'avant j'écrivais sur les technos dans Studio Multimédia, c'est comme ça que j'ai commencé, mais ils m'ont dit oui. Il y a des supports qui m'ont dit non, étape graphique à l'époque, mais qui n'existe plus. Ça m'avait vexé, parce que le mec m'avait dit, tu comprends, ouais, je vois quelque chose plutôt en mode Wired. Et j'avais juste envie de lui dire, on est à Paris, c'est étape graphique, on n'est pas à New York, quoi. Et puis Studio Multimédia m'a écrit, oui, j'ai écrit sur les technos que je connaissais pas, ça me prenait un temps infini. Je me formais aux technos avant d'écrire. J'étais au SIGGRAPH Los Angeles, ça m'a pris 15 jours pour écrire un truc, je comprenais pas tout. Bref, pour revenir au point de vue extérieur, quand je parlais des voyages, en effet, un voyage sur 2, je l'ai fait avec Gilles Alvarez, au Canada, dans toute l'Europe, du nord au sud. On a beaucoup échangé. Et la valeur de l'échange, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec Gilles, mais je n'échappe pas. Et on a beaucoup échangé. On continue à le faire. J'échange. Est-ce que ce regard est important? Est-ce que ça compte pour toi, ça, que quelqu'un, je parle pas seulement de Gilles, mais que quelqu'un pose un regard sur ton travail? Ou ça te fait chier? Alors, non, je dirais, on a beaucoup échangé. Pas toujours, de temps en temps, ça nous arrive sur nos expos respectives. On a surtout beaucoup échangé à propos des expos des autres. En fait, de commissaire à commissaire, c'est vrai que on peut dire quelques mots sur l'expo de notre ami commissaire, parce qu'on vient en vernissage et on se soutient et on s'embrasse et on se hug. Et ça nous fait plaisir quand ils viennent. Et c'est vachement important. On va rarement faire une véritable critique dans le sens noble du terme de l'exposition. On va plutôt, mais ça je pense que vous le savez, tu le sais Thibaut en tant qu'artiste, je suis pas sûr que je le sais. Vous parlez pas toujours d'art et d'esthétique quand vous êtes entre vous. Ça arrive bien entendu, au même titre que de commissaire à commissaire, mais ça va plutôt être, putain dis donc, le transport comment t'as fait, ou l'assurance. C'est un écosystème. C'est la raison d'être de ce podcast, en l'occurrence, c'est vraiment on veut parler justement de tout ce qui est hors champ de la création, voilà. et de parler aussi des stratégies de carrière et puis de toutes les conversations, parce qu'effectivement, moi quand je rencontre des artistes, je parle pas d'art, moi j'ai souvent vu les artistes parler, et les commissaires aussi d'ailleurs, parler même souvent, et c'est pas honteux, d'argent. Et en même temps, ça me fait marrer parce qu'il n'y a qu'un métier dans lequel, artistique, on parle d'argent tout de suite, c'est le cinéma. T'as l'impression que c'est obligatoire, quoi. Alors que dans l'art, on le fera à demi-mot, quoique ça dépend des pays aussi. Il y a des pays où c'est moins honteux, les US, ça vient très vite. Mais on parle aussi beaucoup des à côté. En fait, c'est, je crois, ce qui fait la différence entre la vision du commissariat à distance, comme peut-être on peut l'enseigner, ce que je n'ai jamais fait. C'est la seule chose que je continuerai volontiers à enseigner, c'est le commissariat, parce que j'aimerais enfin pouvoir parler de ce que je fais au quotidien. En même temps, le point de vue enrichissant, c'est le point de vue backstage. C'est exactement ce que tu viens de dire. Si c'est pour prendre des postures et vous lâcher mes titres, dont je suis très fier, et le fil conducteur des expositions, qui est un fil conducteur esthétique, en regardant les grands comme Hans Ulrich Orbridge et les lectures que j'ai, etc., je peux le faire, j'ai appris à le faire aux Beaux-Arts et surtout à l'université. Mais c'est aussi un métier. Et entre commissaires, souvent, c'est plutôt le VP, là, c'est un combien ah ouais, c'est pour ça que tu as mis au sol, pour que ça reflète. Là, je pense à Gilles. Avec Charles, ça va plutôt être mais comment tu as fait avec cet artiste-là qui vient de l'autre bout du monde, tu es passé par un institut culturel. Ah non, ouais. C'est plutôt, on est plutôt en mode gestatus là. Juste, pardon, par exemple, il y a des pays qui poussent leurs artistes au-delà de leurs frontières. Donc on est tenté, en tant que commissaire, à se tourner vers ces pays-là, parce que ça va faciliter les choses. Donc on se passe ou des fois, t'as le contact de l'artiste.
Non, j'ai sa galerie. Ouais, je te remercie. Bien sûr qu'on ne passe pas outre les galeries ou les agents, mais c'est vrai qu'on aime bien discuter en direct. Donc, ouais, attends, je peux l'avoir. Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup beaucoup des petits SMS et c'est beaucoup des petits SMS entre expos et des gros hugs en expo. Est-ce qu'il existe une liste noire d'artistes où vous dites non, surtout lui ne travaille pas avec? Alors j'espère que si je réponds oui, tu me demanderas pas des noms. Alors bon, honnêtement, une véritable liste noire, non, mais je dirais chacun. On a des gens avec qui on a travaillé, on le fera peut-être moins, on n'a pas forcément envie, ou ça cadre pas forcément avec ce qu'on fait. C'est pas des moutons noirs, c'est pas des listes d'internis, mais il y en a qui sont plus pushy. Et puis des fois, surtout, on se dit, mais pourquoi tel artiste me demande à moi alors que, a priori, s'il regarde ce que je fais, ou si elle regarde ce que je fais, ce que je présente est très très loin de ce qu'il fait. Donc j'ai envie de dire, c'est soit qu'il n'a pas regardé mon travail, ou soit qu'il ou elle se dit je m'en fous, je veux y être. Tu vois, des fois tu comprends pas, ça cadre pas. C'est plus, je dirais, c'est plus ça que. Alors il y a des gens qui sont plus compliqués que d'autres, mais ça on le sait entre nous quand on discute. Hein, mais même ça marche avec les commissaires, j'imagine, entre artistes. Voilà, vous discutez, non genre vas-y pas, ou fais attention comment tu vas, tu vois. Mais des gens vraiment. Moi c'est vrai qu'en plus je suis plutôt conciliant, je suis plutôt indulgent, je suis plutôt. Puis tu es plutôt fidèle aussi, toi, dans ta manière de bosser, je trouve. Oui, il y a des gens que j'accompagne. Tu accompagnes des gens, je peux en voir plein, j'en fais partie un petit peu. Oui, tu peux le dire, ouais. Mais il n'y a pas que moi. Non, mais il y a Grégory Chatansky, il y y a beaucoup d'artistes. Et puis là, tu vois. Maxime Émilie aussi. Exactement. Là, j'ai une expo mercredi, puisqu'on est en direct, chez Danae, qui est avec des œuvres dans l'espace physique et des œuvres en NFT. Il y a des artistes que je suis depuis peu, mais je les remontre en 6 mois, je les ai montrés 2 fois, tu vois. Puis on s'entend bien, ils me demandent après si je veux venir avec eux sur un prix, puis des fois j'ai pas toujours le temps. Ça marche, c'est vraiment à double sens. Et j'en profite aussi pour dire, il y a des artistes que je présente aussi dans mon expo que j'ai actuellement en co-commissariat avec Alain Thibault de la Biennale des Arts Numériques de Montréal, dans le cadre de la Biennale Nemo, qui est terminée, mais l'expo se poursuit au Centre culturel canadien avec une belle expo et de beaux moyens, une belle scéno, belles éclairages. Tu sais que c'est très important. On n'a pas toujours ça. Et là, il y a des artistes comme Mignonne Summerer. Quand tu parlais tout à l'heure de mes premières véritables expos, 2012, Show Off, ils sont là. Ouais. Et là, ils sont encore là, tu vois. Donc, oui, et en même temps, quand tu dis t'es fidèle, finalement, j'ai toujours presque envie de renverser en disant c'est plutôt eux qui sont fidèles et qui ne me disent pas non. Et moi, je dis toujours aux artistes, toujours le jour du vernissage, il y a ceux qui m'ont dit oui et je vous remercie, ceux qui m'ont dit non, je vous en veux pas, un jour vous me direz oui. Moi, je renverse toujours en disant le commissaire, il est vraiment rien sans les artistes. Je pense d'ailleurs que commissaire freelance, je ne suis pas et je n'ai jamais été, je ne serai jamais. En institution, j'aimerais être ici, mais ça se fera pas. C'est très difficile. Je pense c'est encore plus difficile que artiste. Tiens, t'aimerais être commissaire au Centre Pompidou? Moi, j'ai rêvé un temps, j'ai cru au Père Noël pendant un temps qu'on viendrait me chercher. Et on sait, comme artiste, tous les freelances savent qu'on vient jamais te chercher. Donc, il faut aller dire bonjour. J'ai été dire bonjour, j'ai envoyé mon livre, je le dis, on a fait un tournage inverse où c'est moi qui posais les questions dans les étages à Laurent Lebon, dont je respecte vraiment le travail, on est chez lui. Je lui avais envoyé mon livre avant, et d'ailleurs je l'avais rencontré et je l'avais trouvé très ouvert, sachant ses responsabilités, et on avait parlé sans penser au MOOC, c'était juste en mode voilà, je fais ça, moi je dis ce que je fais, les gens après ils reviennent pas, et puis souvent ça se fait ailleurs et ça se fait autrement et avec d'autres gens. Mais en tout cas le travail en institution ça te plairait, quoi? Ma femme me dit
Quand tu dis ça, je te crois pas parce que c'est plein de contraintes. Et c'est vrai que je suis pas respecté pour adorer les contraintes. C'est vrai que je te crois pas non plus, moi. Tu vois, Oui, si tu- mes amis me croient pas. Mes amis, ma famille. Et en effet, je sais ce que c'est que... Moi, j'aurais aimé être ici, mais chief curator, quoi. Mais si c'est pour être... pour attendre son tour que tu n'auras pas toujours, je pense que ça doit être très dur à vivre, ou pour avoir des morceaux d'expo, ou en commissariat. Je pense au Palais de Tokyo, tu vois, c'est une équipe. Alors il y en a quelques-uns qu'on voit un peu plus. Je pense que j'ai eu une amie aussi dans une grande institution parisienne. Je les vois tenir des fois des décennies, comme moi j'ai tenu des décennies dans des écoles, mais j'y allais qu'une fois par semaine. Eux, ils y sont toutes les semaines, tu vois. Et il faut alors, c'est évidemment, moi, le commissaire que j'ai rencontré, qui est pour moi le plus grand actuel, c'est Hans Ulrich Orbridge. Bah, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait sans la Serpentine. Les grands commissaires n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait sans les institutions. Et moi, je suis vraiment dehors. J'ai tout fait dehors et je continuerai. Je rêve qu'elles viennent me chercher et je vais les rencontrer. Et parfois j'y vais, je respire un bon coup, je dis bonjour et je dis ce que je fais. Je sais que c'est un épée dans l'eau, mais je continuerai à le faire, ça. Et en même temps, en effet, comme tu dis, est-ce que j'aurais tenu, est-ce que j'aurais accepté toutes ces contraintes d'horaire, c'est pas certain. Là, aujourd'hui, tu disais que tu allais un petit peu mettre lever la pédale sur l'enseignement pour te concentrer vraiment quasi uniquement sur le commissariat et l'écriture, j'imagine. Ouais. Ouais. En fait, juste, pardon. En fait, je le dis parce que c'est vachement important. Je suis arrivé au commissariat par la critique. Et je pense qu'au commissariat, on peut arriver par la production. Ouais. On peut arriver par le politique. On ne le dit pas, mais ça se fait aussi. On peut arriver par la critique. On peut arriver par tout ça. On peut arriver par l'institution. Moi, je suis arrivé par la critique. C'est-à-dire que j'ai toujours... Les titres, en général, c'est souvent moi ou à plusieurs. J'en ai fait en co-commissariat. Les manifestes, c'est souvent moi qui les écris, ou on les réécrit parfois à deux. J'ai fait beaucoup de commissariats. Donc, en effet, mon directeur actuel le sait. J'arrête à la fin de l'année, mais je l'ai dit en début d'année pour passer. Moi, je veux que ça se passe bien. J'ai fait rentrer beaucoup de profs talentueux qui feront mieux que moi. Comme m'avait dit un ami directeur de création en agence, qui a été mon DC, quand je sortais des Beaux-Arts, il m'a dit que quand tu fais rentrer des gens, il faut que tu fasses rentrer des gens meilleurs que toi. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Beaucoup de gens qui n'ont pas bon, je sais pas un courage, mais cette honnêteté de le faire. Et de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Donc oui, en effet, je vais, dans quelques semaines, me consacrer à 100% à l'écriture. Ce que j'ai beaucoup fait ces 20 dernières années et 25 dernières années, et au commissariat, comme je l'ai beaucoup fait ces 15 dernières années. Et là, je veux ne faire que ça, et peut-être un masterclass ici ou là, plutôt sur le commissariat, et plutôt pour parler du backstage, et pas dérouler le discours curatorial avec les grands auteurs, quoi. Et elle va ressembler à quoi, du coup, ta trésorerie avec ce choix-là? C'est qui va te payer à partir de... Enfin, c'est qui te paye en ce moment? Alors, en ce moment, si tu veux, je n'ai jamais eu qu'un seul métier. J'en ai toujours eu plusieurs. Donc, j'ai gagné en même temps. J'ai pas toujours fait de l'enseignement. Pendant un temps, ça a été un de mes revenus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le commissariat, puisque je suis passé d'une expo par an à une expo par mois, forcément, ça change l'économie. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait beaucoup de choses que je continuerai à faire des expos économie zéro. Et quand c'est comme ça, en général, elles me coûtent de l'argent. Et ça, j'entends bien continuer. Toujours, mais pas trop. Et là, j'en ai fait avec des factures tout à fait correctes. Donc, je compte sur le fait que en freelance, je puisse
continuer sans enseigner, mais en même temps j'ai enseigné de moins en moins. J'ai pas arrêté brutalement. J'ai arrêté une école, une autre, jusqu'à ce que ça représente finalement beaucoup moins que mes revenus de critique de commissaire, voire une forme de conseil. Tu fais du conseil en acquisition, Alors, en collection? Pas officiellement. Pas officiellement, j'aimerais. J'ai pas trouvé les mots. Ce que j'ai compris dans le temps, ça m'est arrivé de bénéficier de bienveillance politique. Je pourrais citer Christophe Girard qui nous a aidés à un moment donné avec la foire où on cherchait des lieux. Bienveillance de marque, j'ai jamais su aller chercher. Bienveillance de collectionneurs, ça arrive progressivement avec le temps. Parce que ce sont des gens que j'ai pas osé aller voir. Je dis toujours, j'ai passé tant d'années surtout à échanger avec les artistes. Et des fois, je leur dis, ils m'en veulent pas. Ils savent que c'est pas vrai. J'ai perdu mon temps avec vous, les mecs. J'aurais mieux fait de discuter avec les galeristes et les collectionneurs. Je le pense pas. Il est vrai que je n'ai pas, parce que j'ai pas eu de formation. Il y a des formations au commissariat aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, je leur dirais aux jeunes, mais ils ont compris ce que moi j'ai pas compris. Mais enfin, ça s'est structuré ces métiers. Hein. Il ne faut, à mon avis, il ne faut pas négliger les galeries. À mon avis, il ne faut pas négliger les collectionneurs. À mon avis, il faut négliger personne de cet écosystème de l'art. On ne peut pas enlever une brique et tout s'effondre. Donc récemment, un collectionneur m'a amené sur un beau projet avec une grande maison des ventes internationale, une des deux. Un autre m'amène à Venise. Un autre m'amène des conférences qui font des petits. Un autre, donc, et parfois, dans des échanges informels, ils peuvent me dire qu'est-ce que t'en penses. Alors, j'ai jamais bien su le facturer. J'ai un temps voulu facturer du conseil, mais plutôt en creative technology. Et les gens, ils m'écoutaient, mais après, je pouvais pas envoyer de. Je savais pas comment. Pas le chèque qui allait derrière. Oui, voilà, c'est-à-dire, mais c'est juste que je savais pas le faire. Ouais. Et je me suis rendu compte. J'ai fait une très belle conférence chez Renault Design un jour, très bien passé, avec une belle facture. Et je me suis rendu compte que je pouvais passer en expert avec quelqu'un qui vendait du conseil, et ça m'est arrivé récemment avec BNP Wealth Management. Super conférence, mais j'ai jamais su me vendre en conseil. En revanche, j'ai su naturellement me vendre en expert parce que je raconte des histoires écrites en conférence, en expo. Donc, de ce fait, finalement, je me retrouve parfois à discuter de manière informelle avec des collectionneurs. Récemment, un me disait je ferais bien une enchère sur cet artiste. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je ferai. Et même, jusqu'à combien tu le ferais? Alors là, je me suis un peu avancé. Honnêtement, je vais dire des bêtises, mais je pense que j'irai, mais c'est pas mon portefeuille, donc c'est difficile à dire. Mais ça m'arrive de donner des conseils informels. Et ça ne me dérangerait pas de le faire, mais comme des conseils aussi à des artistes qui aujourd'hui, même émergents, m'écoutent parce que je commence à avoir récemment une artiste après rendez-vous avec moi en me disant qu'est-ce que t'en penses pour ma carrière. Elle est relativement plus jeune que moi. Il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais pas pu répondre. Là, je lui ai donné des conseils, mais d'ailleurs, c'était vachement intéressant parce qu'elle l'a remarqué. Elle m'a dit ouais, souvent j'ai rendez-vous avec des commissaires, ils partent loin, puis je vois pas où ils veulent en venir, puis après on arrive sur une expo, puis c'est pas du tout ce que j'attendais. Alors que moi, en général, je ne survends pas. Souvent même, je noircis le tableau, et après, si l'artiste me dit ouais, j'ai quand même envie d'y aller, ok, au moins tu sais, je t'ai pas vendu le paradis, mais en même temps, peut-être on aura des belles surprises. Donc ça arrive qu'on me demande des conseils, je ne le vendrai pas. Je ne saurais pas comment formuler la facture. Je saurais mettre un chiffre, mais je ne saurais pas le formuler. Puis j'aurais la main qui tremble en disant tu vois les conseils que je t'ai donnés là, maintenant il faut que tu payes. Moi je les donne, et c'est comme le réseau, tu sais, il y a des gens qui vendent.
Ils vendent pas le réseau. Mais des fois, tu leur dis... Récemment, j'ai demandé à quelqu'un, oui, ah bon, je sais pas, tu lui demandes un contact, tu lui arraches le bras. Moi, je veux dire, j'ai donné mon fichier à des institutions, je le donne. Je veux dire, moi, je considère que c'est du boulot à faire, mais pour moi, ça n'a pas été du travail, ça a été des cocktails. Tu vas pas vendre des cocktails, tu vois. Donc, moi, comment veux-tu, une fois que j'ai donné, je peux plus vendre. Et en même temps, je compte sur le retour de cette bienveillance et je suis assez souvent bien servi. Ça ne revient jamais là où tu as donné, mais moi je pense que après, à un moment donné, en effet, tu vends ce qui se vend, une expo par exemple. Ça, tu peux le vendre, un article, tu peux le vendre, une conférence, tu peux le vendre. Si un jour je vends du conseil, je te le dirai. Pour moi, tu en fais déjà du conseil. Moi, je sais que quand j'ai des pièces un peu difficiles, généralement, je viens te voir. Oui, mais tu m'as invité au restaurant la dernière fois. Ouais, mais non, mais ça. Et puis, moi, dans mon travail, par exemple, j'ai quelques personnes dont tu fais partie, effectivement, où je suis content d'avoir le retour. Ça ne veut pas dire que je vais le prendre. Ça, je l'ai compris. Mais en tout cas, c'est vachement important aussi d'avoir un peu, si tu veux, que des gens posent leur regard sur le travail. Oui, mais ça fait plaisir. Ouais. Du coup, j'ai perdu ma question. Moi, j'en ai une. En parlant de moi. J'en ai une, mais tu vois, en parlant de toi, il était peut-être prévu qu'on parle un peu de Céno. Et l'autre fois, je t'ai dit, oh là là, pour l'expo, là, faut que je fasse la Céno. Comme c'est dans un théâtre, c'est pas leur métier, c'est le projet Cura avec le CNAP qu'on a gagné avec Anne-Sophie Boulan. Et il y aura un expo collectif dont tu fais partie. Et merci encore, avec ta galerie qui est bienveillante, etc. Et là, ça m'arrive parfois, c'est pas systématique. J'ai vraiment pris Illustrator. La prochaine fois, je vais le faire avec SketchUp. J'ai pas eu le temps, j'ai pris Illustrator, j'ai pris le plan, je l'ai fait avec une grille derrière de 50 cm pour faire le truc à peu près sérieux, parce que je travaille avec des gens qui ont un vrai métier, une vraie expertise, mais c'est pas leur métier de faire des expos. Donc pour moi, s'ils savent faire un éclairage de théâtre, ils sont bien meilleurs que moi. Mais en même temps, le mec il m'a dit, ouais. Donc j'ai compris qu'il fallait que je m'y mette, quoi. Puis comme on s'est mis en duo avec quelqu'un qui vient plutôt du spectacle vivant, là je suis obligé. C'est pas la première fois que je le fais, mais là je l'ai fait en essayant d'être le plus clair possible pour des gens dont c'est pas le métier. Et c'est marrant, et on en a parlé ensemble au téléphone, et tu m'as dit, comment ça, tu as l'habitude, tu dois faire ça les yeux fermés. Non. Et en même temps, c'est un moment qui est vachement tendu, parce que tu dois, alors je fais attention à ce que je dis, servir les œuvres en premier, en bienveillance avec les artistes. Servir les œuvres pour qu'elles ne se phagocytent pas les unes les autres, et en bienveillance avec les artistes, pour dire pourquoi tu m'as mis dans le coin, pourquoi mon écran est plus petit, pourquoi on dans le son. Non. Bon, donc c'est super, c'est un moment qui est hyper stratégique, et là je l'ai fait, comme tout ce que je fais, en y pensant depuis 2 semaines. Je vais le mettre là, je vais la mettre là, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça. Et puis tu m'as fait un cadeau quasi involontaire. Je me suis rendu compte que j'avais des œuvres en plus, et la scénographie, c'est toujours cette peur, mais que tu as aussi, toi, je le sais, par rapport à un prix où on a travaillé ensemble, et je t'en remercie, où tu savais plus si tu en avais trop ou trop peu. Ouais. Ça, c'est le problème, que ce soit de l'artiste ou du solo show ou du commissaire groupe show. Et là, je l'ai vraiment assumé, mais c'est pas la première fois. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé qu'on me dise, t'inquiète pas, Dominique, je m'en occupe. Moi, ça me gêne pas. Quant au montage, j'y vais au premier jour, je peux y aller tous les jours, je peux y aller 5 minutes, je peux y aller en disant, ah, t'as fait ça, d'accord, ou, oh, j'aurais fait ça, ah, tu veux bien, d'accord. Je suis vraiment pas emmerdant, je suis vraiment pas un ingénieur de travaux finis, quoi. Mais par contre, ah ouais, j'aurais fait, ah ouais, c'est pas con, ah ouais, non, j'aurais pas pensé. Là, par exemple, mon expo actuelle, j'y ai été hier une demi-heure, tout à l'heure un quart d'heure, je vais avant le vernissage, il y a des gens qui savent mieux le faire que moi. Juste à un moment donné, j'ai dit, là par contre, ça je le ferai pas. Ah ouais, t'as peut-être pas tort. Oui, je te raconte pourquoi. Un jour, il y a un artiste américain, il y a quelqu'un qui a mis une chaise sous son œuvre, et il m'a envoyé un mail, amateur. Et amateur, c'est pas lobbyiste aux US, amateur, c'est... Et il avait raison, j'ai fait enlever la chaise tout de suite, c'était trop tard, on est restés amis. Mais c'est ça le commissariat, c'est veiller à ce genre de truc, tu vois. J'aurais dû enlever la chaise quand quelqu'un l'a mis pour s'asseoir, tu vois. Bon, amateur.
T'as fait des conneries comme ça, de commissariat, de ce type-là? T'as fait vraiment des grosses bourdes où tu te dis putain, quel con. Bah, celle-là, c'en était une, mais qui était involontaire et l'artiste m'en a pas voulu après. Ça me. Ça n'a rien à voir et un peu quand même. Il y a une œuvre un jour qui a été un petit peu endommagée. On n'a jamais su si c'était dans le stockage d'avant ou pendant l'expo. J'ai jamais su si l'œuvre elle avait été véritablement assurée ou pas. Et à un moment donné, l'artiste et l'organisation, ça communiquait moins, quoi. Ça m'a gavé, j'ai appelé l'artiste, j'ai dit j'arrive tout de suite avec mon carnet de chèques, je te donne 50% de la production, on n'en parle plus. Donc j'ai eu des moments comme ça, complexes, mais si tu veux, d'œuvres dont je me suis dit j'aurais pas dû, très honnêtement, non. Alors, d'aucuns diraient que peut-être que c'est parce que je suis pas assez exigeant ou trop indulgent, ou je sais pas, mais à ce point-là, de regretter, non. De mal l'avoir exposé, oui, mais je vais donner deux exemples. Je vais donner l'exemple d'une Run Artist Space que j'adore, qui est plateforme, avec qui j'ai fait des expos en économie zéro. Je suis même venu surveiller l'expo. Et j'ai trouvé ça normal. Bon, ben, quand tu arrives dans un lieu comme ça, c'est des petits moyens d'un Run Artist Space à Paris, une bienveillance de la mairie, enfin c'est compliqué. Donc là, quand je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai dit l'éclairage, mon pote François m'a dit bah, ça c'est les néons, on peut en dévisser. Alors il y a un petit peu plus, je noircis le tableau, mais on n'est pas loin, tu vois. Et en même temps, ça m'est arrivé à l'inverse, au Centre culturel canadien, où je pense que c'est une des expos où j'ai été le mieux servi. Le mec de l'éclairage, un mec que pour l'éclairage, qui vient me voir et qui me dit Dominique, tu veux ta lumière, tu la veux chaude, froide, les découpes, tu les veux progressives ou nettes. Là, je me suis dit, mais où t'es quoi, le mec à qui il parle. Bah, tu fais pour le mieux, mec. Puis après, en effet, j'ai dit, moi, oui, c'est ton métier, quoi. Après, j'ai dit, bah, si tu me demandes, moi, je préfère chaud. Tu savais pas que tu avais des goûts après, tu sais. Oui, voilà. Je savais pas que j'avais des goûts. Moi, je préfère chaud. Et puis les découpes, tu vois, moi sur Photoshop, j'aime bien le côté un peu contour progressif. Et puis finalement, le mec, il s'est rendu compte que je voyais à peu près de quoi il parlait. Je suis quand même un petit peu tombé de ma chaise. Et je l'ai pris comme je fais d'habitude, avec tous les gens avec qui je travaille. Moi, quand il y a des gens qui gardent ou des médiateurs, je commence par dire bonjour aux gardes, quoi, aux gens de l'entrée, aux gens qui contrôlent. Et puis je dis bonjour à tout le monde, et puis j'essaye de faire à ce que tout le monde soit content, et j'apprends un peu de tout le monde. Mais là, tu vois, donc évidemment, quand je prends les photos de mes expos, comme des expos des autres, des fois elles sont plus réussies que d'autres, et ça vient beaucoup de la scéno, de la lumière, du socle, du mur, de son revêtement. Et il y a des lieux, c'est plus difficile, parce qu'il y a moins de moyens. C'est pas qu'une question de moyens, mais c'est la scéno d'expo, la scéno d'expo, c'est une question de moyens. Ouais. Point. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Les éclairages, tu les as ou tu les as pas. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui, complètement. On arrive vers la fin. Là, il est complètement à la fin. Complètement à la fin. 18h11. Ça va vite, hein. J'ai même pas eu le temps de parler d'esthétique, de Duchamp. Ah merde, tu voulais placer Duchamp. Ouais, toujours. Est-ce que tu as une actu dont tu veux parler? Quelque chose, là, si on veut voir ton travail, on va où? Alors, j'ai une expo pendant encore 2 mois au Centre culturel canadien, qui est une très très belle expo, avec évidemment des belles œuvres qu'on a choisies, et une belle scéno, un bel éclairage, il y a tout ce qu'il faut. J'ai une petite expo, puisqu'on est en live mercredi soir à 18h30 dans les locaux de la galerie Showroom d'Anaé, mais qui est aussi mintée, pas pour toutes les œuvres, sur plateforme. Et c'est un écosystème qui s'ajoute aux autres et qui m'intéresse et que je ne veux pas négliger.
dont je connais les qualités et les défauts. J'ai, tu le sais puisque tu en es mi-mars, mi-mars, merci, groupe show à Aubusson, un projet piloté par le CNAP. J'ai une présence, je pense qu'on peut commencer à le dire, avec Van Aert Collection, gros collectionneur, et Memo Acten, intelligence artificielle, Santa Maria della Visitazione, Dorso Duro, Venise, première semaine. Ça, je boude pas mon plaisir. Hein. J'en oublie, mais ouais, après j'en ai pas trop oublié. Et donc si on veut te suivre sur les réseaux, c'est Dominique Moulon sur Instagram. Oui, en fait, on me trouve à Dominique Moulon, Desmoulons, Dominique Tiré, machin, etc. Mais moi, je poste encore sur Facebook. Parce que j'ai encore des amis sur Facebook. Je poste de plus en plus sur LinkedIn parce que LinkedIn a changé. C'est plus un CV. Je poste évidemment sur Twitter. Je suis toujours fâché d'avoir... parce que j'ai pas une grosse communauté, contrairement aux gens du Web3. Mais je le fais quand même. Ça dépend ce que je mets. Et je poste aussi sur Insta, évidemment, où je suis arrivé tôt, mais j'ai un peu négligé. Donc à l'époque où on en avait parlé ensemble, à un moment donné, tu t'es fait une communauté à l'époque où c'était peut-être un petit peu plus facile qu'aujourd'hui. Donc elle gonfle doucement. Je suis sur TikTok où je mets du contenu et je suis sur Twitch, mais pour l'instant j'ai pas ma chaîne, donc je suis très content d'être de ce côté-là. D'ordinaire, je suis plutôt en train de regarder et tout ça évidemment ça fait partie de ma veille pour revenir à la question du début. Très bien. Eh bien Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique. Un grand merci Marceau, un grand merci Thibaut, un grand merci à vous. Bon. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les actualités et activités de Dominique sur son site dominiquemoulon.com ainsi que sur son Instagram @dominiquemoulon. Merci beaucoup au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient. Merci à Cyril et son équipe à la régie. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Sans Titre sur Instagram @santtitre.cast. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.